Il y a quelques jours, on a pu voir circuler ces images sur Twitter, actuel X. Alors c'est très flouté, il y a une petite musique libre de droit, aucun commentaire, on sait pas trop ce qui se passe. Il faudrait quelqu'un pour donner du contexte, comme le présentateur de cette émission par exemple. Oui excusez-moi, j'ai pas travaillé des masses pendant la moitié du mois de mai avec tous ces jours fériés et ces ponts, j'ai du mal à m'y remettre. Bon allez, on est parti. Les images que vous avez vues avant le générique ont été postées par le ministère de l'Intérieur britannique le 1er mai dernier. Elles montrent les premiers migrants arrêtés pour être expulsés vers le Rwanda. Et non, ces gens ne sont pas rwandais, en tout cas pas forcément. Ces arrestations, elles sont le dernier épisode d'un long processus enclenché par le gouvernement conservateur britannique depuis plusieurs années déjà. Londres a signé le 14 avril 2022 un accord de 144 millions d'euros avec le Rwanda pour que Kigali accueille sur son sol des migrants de diverses nationalités arrivant du Royaume-Uni. Concrètement, l'accord ne concernerait que des jeunes hommes arrivés illégalement sur le sol britannique depuis le 1er janvier 2022. Ces derniers seraient envoyés par avion sur le territoire rwandais. Les migrants verraient alors leur demande d'asile traitée dans ce pays d'Afrique de l'Est et seraient encouragés à s'y installer. Comme on dit en langage technocratique, il s'agit d'externaliser les demandes d'asile. En langage normal, ça se traduit par expulser vers un pays qu'ils ne connaissent pas des gens qui ont déjà traversé l'enfer pour rejoindre le Royaume-Uni. Mais c'est moins vendeur. Et pour que ce soit bien clair, ils vont déplacer de force des gens vers le Rwanda avec aucune possibilité de retour au Royaume-Uni. Ils n'auront que deux choix, faire une demande d'asile au Rwanda pour y résider ou retourner dans leur pays d'origine. L'idée de cet accord, lancé sous Boris Johnson et dénoncé par pas mal d'ONG, a connu beaucoup de péripéties. En juin 2022, la Cour européenne des droits de l'homme avait ainsi annulé un vol à destination de Kigali après avoir été saisie par un Irakien qui allait être expulsé. La Cour européenne des droits de l'homme, cette institution basée à Strasbourg, qui n'a donc pas de rapport avec l'Union européenne, se base sur la Convention des droits de l'homme, qui est dans le droit britannique, comme dans celle des autres pays de l'Union européenne et les autres pays européens, sauf la Russie et la Biélorussie. Selon cette convention, la Cour a estimé que les droits de cet Irakien ne seraient pas respectés suivant les critères européens s'il était expulsé vers le Rwanda. Il lui fallait donc des garanties. Elle a décidé que le Royaume-Uni ne pouvait donc pas expulser cette personne. Le 15 novembre 2023, nouveau revers pour les défenseurs du texte. La Cour suprême britannique confirme que le texte est illégal, estimant que les migrants risquent de se voir refoulés vers leur pays d'origine, même en cas de demande d'asile justifiée. Mais l'actuel Premier ministre britannique, Rishi Sunak, il a dit « Mais on s'en branle !» Bon, il n'a pas exactement dit ça, je me suis permis une petite licence poétique. En tout cas, il est finalement parvenu à faire revoter l'accord par le Parlement en changeant juste 2-3 trucs. En gros, ils ont juste ajouté dans le projet de loi que le Rwanda était bien un pays sûr et puis en avant Guingamp. Il prévoit de démarrer les vols en juillet et d'expulser 5700 personnes d'ici à la fin de l'année si l'accord n'est pas de nouveau retoqué d'ici là. I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots, and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda. Regardez-le avec son petit air satisfait là. Cet accord, très médiatisé, il est le symbole d'une politique anti-immigration plus générale au Royaume-Uni. C'est une mesure dont le Premier ministre britannique conservateur Rishi Sunak a fait le symbole de sa fermeté migratoire avec son slogan « Stop the boats », arrêtons les bateaux, renouant avec une thématique déjà entendue au moment du Brexit. Il faut dire que les conservateurs se sont ramassés une tôle aux élections locales qui ont eu lieu le 2 mai dernier là-bas. Après 14 ans au pouvoir, une série de politiques d'austérité qui ont effrité les services publics tout en faisant reculer le niveau de vie et un leadership de moins en moins crédible, la punition semble à la mesure des dommages. Sur les 107 conseils municipaux en jeu, les travaillistes en ont ajouté 8 à leur liste et les libéraux-démocrates 2, quand les conservateurs en perdaient 10, cédant 473 sièges. Et les élections générales qui vont arriver au plus tard en janvier 2025 ne vont rien arranger, les conservateurs sont toujours très très loin derrière les travaillistes dans les sondages. Donc la solution, comme partout, c'est pas de faire des politiques sociales, non, mais c'est bien de durcir son discours anti-immigration. Et si ça ne marche pas, c'est la preuve qu'il faut encore plus être anti-immigration. Bah ouais, logique. J'ai appelé ça le théorème de Manuel Valls. Aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Ou de Darmanin. On voulait augmenter l'immigration de travail et on voulait réduire, notamment une immigration familiale. Ou de n'importe quel ministre de l'Intérieur, en fait. L'immigration. Il faut ouvrir un débat sur la politique d'immigration. En tout cas, ça jubile sur le web. Les gens dans les commentaires du Figaro, ils sont fans de la proposition de Rishi Sunak. Je vais pas tout vous lire, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez vraiment vous faire du mal. Je vous résume.
En gros, ils disent que c'est bien et que tant mieux si c'est dissuasif, à quand la même chose en France, ma bonne dame, des trucs de commentaires du Figaro, quoi. Mais alors, est-ce que c'est vraiment dissuasif ? Je rappelle que cet accord avec le Rwanda, on en parle depuis au moins 2022 et qu'il a failli être appliqué plusieurs fois. Cela fait plusieurs années que le Royaume-Uni se plaint d'être confronté à une crise migratoire qui est en fait une crise de l'accueil. En 2021, 28 526 exilés sont parvenus à traverser la Manche pour rejoindre les côtes anglaises. Ils étaient 45 774 en 2022 et 29 437 en 2023. 8 000 personnes sont déjà arrivées pendant les 4 premiers mois de 2024 et 711 personnes pour la seule journée du 1er mai dernier. C'est un record historique. Donc, on peut pas dire que ça a été efficace. Les gens n'arrêtent pas de venir alors que c'est une traversée qui est dangereuse. En plus, un naufrage a d'ailleurs eu lieu il y a quelques semaines. Au moins 5 migrants, dont un mineur, sont décédés dans la nuit de lundi 22 à mardi 23 avril, lors d'une tentative de traversée de la Manche selon une source policière. Les circonstances précises du drame ne sont pour l'instant pas connues. La dernière catastrophe remonte au 3 mars, lorsqu'une fillette était morte noyée. Ces drames, ils sont instrumentalisés par le gouvernement britannique pour justifier sa politique de sous-traitance, en mode « Ah oui, mais on fait ça pour éviter des morts ». Ouais, à les entendre, ils font du social, presque. On pourrait limite dire qu'ils sont de gauche, carrément. Je suis de gauche sur tous les sujets, sauf, bien sûr, avortement, immigration, tous les trucs d'aspirateur à aide sociale et tout ça. Sauf sur tout ce qui est social, quoi, globalement. Et je suis de gauche. Alors si cette annonce n'a pas eu pour l'instant d'impact sur les traversées de la Manche, elle a quand même eu un effet collatéral. Conséquence, un grand nombre de migrants ont quitté l'Irlande du Nord, territoire britannique, pour rejoindre l'Irlande dans l'Union européenne. Si je vais au Royaume-Uni maintenant, ils vont m'envoyer au Rwanda. Donc je pense que les deux ne sont pas bons pour moi. Je ne sais toujours pas où aller. Je n'ai pas d'autre choix. Nous sommes des êtres humains. Ils ne devraient pas nous traiter comme ça. Mais en dehors de ça, les gens continuent d'aller tenter leur chance au Royaume-Uni, comme l'explique un exilé interrogé par la journaliste Charlotte Boitiot pour l'excellent site Infomigrant. Si Kigali était une option, un pays sûr, j'y serais allé. C'est un pays voisin pour moi. Je n'aurais pas traversé le continent pour venir en Europe. J'aurais marché quelques heures et voilà. Assène le Sud-Soudanais qui a quitté Juba en 2022. Si des gens sont bloqués à Calais dans des conditions merdiques depuis des années alors qu'ils auraient pu demander l'asile en France, c'est bien qu'ils ont fait leur choix. Ce sera l'Angleterre ou rien. C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde. Je sais pas, je comprends pas, moi. Certains viennent car ils parlent anglais et viennent d'anciennes colonies britanniques. On parlait d'ailleurs du Soudan dans le dernier épisode. D'autres ont fait leur choix car ils ont de la famille, des amis ou au moins des compatriotes sur place. Bref, comme le dit un bénévole qui aide les migrants interrogés par la presse de la Manche, ils ne changeront pas d'avis. On ne change pas d'avis à 30 km de l'arrivée. Ils sont persuadés, malgré tout ce qu'on peut leur dire, qu'eux parviendront à traverser. De toute façon, comment vous voulez faire changer d'avis une personne qui a décidé volontairement d'aller vivre chez les Anglais, quoi ? Impossible. Le Rwanda, c'est un pays qui a une importante tradition d'accueil depuis 1994. 100 000 Congolais et 48 000 Burundais, ainsi que des migrants évacués de Libye, sont réfugiés dans le pays. Mais c'est pas ça le problème. Le problème avec cette histoire, c'est pas seulement de savoir si le Rwanda est un pays sûr ou non, de savoir comment Kigali va accueillir ces personnes, ou même de savoir si le Rwanda est un pays démocratique ou non. Le problème, c'est aussi et surtout d'avoir rendu normal des politiques de déplacement forcé de population comme une méthode de dissuasion, avec des conséquences dévastatrices, comme ces cas rapportés par Infomigrant. Une Iranienne qui a tenté de se suicider a été sauvée in extremis. Hospitalisée en urgence, elle n'aurait pas supporté son expulsion prochaine vers le Rwanda pour le traitement de sa demande d'asile. Même désespoir chez un Yéménite de 40 ans, qui a lui aussi tenté de mettre fin à ses jours. Alors oui, c'est toujours commode de s'en prendre aux Anglais. Moi, je m'en prive pas. Of course not! You are English type! Mais ce sont loin d'être les premiers et les seuls à mener ce genre de politique. En Europe, on a l'Italie, par exemple, qui a décidé d'externaliser 2 centres de rétention de migrants en Albanie. Alors bien, ces 2 centres seront donc aménagés dans les prochains mois. Un sur la côte adriatique, un hotspot, un centre de premier accueil à Shenzhen, et un autre à Djader, une ancienne base militaire. Comme vous l'avez dit, ils pourront accueillir 3000 personnes complexivement par mois. Ursula von der Leyen a qualifié cet accord de modèle qui sort des sentiers battus, et le groupe dont elle est issue au Parlement européen, le PPE, lui s'y est dit ouvertement favorable, et d'autres pays semblent être séduits également. L'Allemagne est en train d'examiner la question. L'Autriche prévoit d'envoyer ses migrants dans un pays africain comme le Royaume-Uni, mais pour l'instant rien de concret. Il y a un autre pays qui a eu recours à cette méthode pendant des années et de façon particulièrement violente, c'est l'Australie. Pendant des années, Canberra a envoyé les personnes qui tentaient d'atteindre les côtes australiennes à Nauru. Nauru, vous connaissez peut-être si vous êtes un nerd de la géographie, c'est un pays minuscule composé d'une seule île de 21 km², peuplé de moins de 10 000 habitants. Entre 2002 et 2007, puis à partir de 2012 et jusqu'en 2023,
l'Australie a envoyé des exilés dans des camps situés sur l'île. D'ailleurs, on peut les voir sur les images satellites. Entre 2012 et 2023, année de l'évacuation des derniers exilés de l'île, plusieurs milliers de personnes ont été parquées sur Nauru dans des conditions abominables, parfois pendant plusieurs années, comme le relevait une dépêche AFP de 2018. R, une Iranienne de 12 ans rencontrée par l'AFP, a tenté de s'immoler. Elle vit à Nauru depuis 5 ans avec ses 2 parents de 42 ans et son frère de 13 ans. Les enfants passent leur journée prostrés au lit. La mère a la peau couverte de plaques. Elle dit souffrir et ne recevoir aucun traitement. Le père a récemment surpris sa fille en train de s'asperger d'essence. Oui, ça fait écho au cas d'Infomigrants parce que c'est bien cette politique qui a inspiré les Britanniques. Le slogan « Stop the boat » de Rishi Sunak est emprunté à l'ancien Premier ministre australien qui avait mis en œuvre cette politique à Nauru. Stop the boats. Stopped the boats. Stop the boats. Stop the boats. Stopped the boats. Boats. Stay stopped for stopping the boats. Et on pourrait multiplier les exemples de sous-traitance migratoire. Mais il y en a un dernier dont je voulais vous parler. Entre 2014 et 2017, Israël a noué un accord officieux de sous-traitance migratoire avec l'Ouganda et le Rwanda. Oui, je joue la surprise, mais c'est moi qui ai écrit le texte, je le savais. Et sans surprise, le bilan est pas fameux. Il est même catastrophique. Un rapport de l'ONG internationale Refugee Rights Initiative affirmait en 2015 que les demandeurs d'asile qui sont envoyés au Rwanda ont été en majorité, sinon en totalité, expulsés vers l'Ouganda par la terre, quelques jours après leur arrivée à Kigali. Certains exilés qui ont témoigné auprès de Daisy Walsh de la BBC accusent des officiels rwandais de travailler avec des passeurs. Ils décrivent ensuite les papiers qui leur ont été retirés par des personnes qui semblaient être des fonctionnaires rwandais, avant d'être conduits dans un hôtel gardé et dont ils n'avaient pas le droit de sortir. On leur a ensuite demandé de payer jusqu'à $500 pour être conduits en groupe à la frontière ougandaise. De l'autre côté, des voitures les attendaient pour les conduire à Kampala, la capitale. Là encore, ils ont dû payer. Selon une enquête d'Ilan Lior menée en 2018 pour le journal israélien Haaretz, seulement 9 demandeurs d'asile sont restés au Rwanda. Les autorités rwandaises ne reconnaissent pas leur droit à être ici et refusent de leur accorder des permis de résidence. N'ayant pas de documents officiels, ils ont été fréquemment arrêtés et emprisonnés. Ils ne parlent pas bien la langue locale, la culture du pays leur est étrangère et trouver du travail est quasi impossible. Même s'ils sont arrivés au Rwanda à des moments différents, ils racontent tous une histoire similaire qui soulève l'inquiétude pour le sort de ceux qui seront expulsés depuis Israël dans le futur. La plupart des personnes expulsées d'Israël pendant cette période sont d'ailleurs aujourd'hui en Europe. Oui, parce qu'en plus d'être cruelles, inhumaines et coûteuses, ces politiques d'externalisation, de sous-traitance des flux migratoires sont inefficaces. En Australie comme au Royaume-Uni, à Nauru comme au Rwanda. Le fait de pouvoir se rendre dans un pays de son choix pour y trouver une vie meilleure devrait être un droit, et c'est peut-être pour une meilleure application de ce droit que l'on devrait dépenser de l'argent. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de CDDM qui a été un petit peu décalé à cause des ponts, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve bien dans 2 semaines. En attendant, n'oubliez pas, si l'actualité c'est déprimant, l'international sera le genre humain.